8h38, vous êtes toujours à l'écoute de Plaisir le matin. Manon qui est là, qui vous accompagne. Heureuse d'ailleurs d'être avec vous ce matin. Et c'est le moment d'accueillir mon invité, un retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de jaser ensemble. Gina, bon matin! Bon matin! Je suis heureuse de te retrouver ce matin. Ça fait du bien. Moi, là, je suis revenue de vacances la semaine dernière, puis tranquillement, pas vite, là, je vois le retour de mes collaborateurs et ça fait un grand plaisir. Je suis vraiment heureuse de te retrouver ce matin. Bon, ben moi aussi, je suis heureuse. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Effectivement. Et j'ai pas arrêté. Alors, le marché est vraiment extraordinaire. On est dans un marché présentement dans notre région, un marché équilibré. Hein? Donc, c'est-à-dire que c'est un très bon marché pour les vendeurs, pour les acheteurs également. C'est équilibré. Donc, voilà, fait qu'on n'est pas plus dans un marché d'acheteurs dans certains secteurs que dans un marché de vendeurs. C'est équilibré dans notre secteur. Bien, c'est une bonne nouvelle quand même. Et Gina, tu vas nous parler, on a deux sujets ce matin dans ta chronique. Un premier qui est, les deux en fait sont extrêmement importants. Oui. Mais le premier, tu vas nous parler un peu de comment ça se passe quand on visite une maison en temps de pandémie. Parce que là, quand on visite une maison, on s'introduit quand même chez les gens. Exactement. Et puis, vous savez, comme courtier, on doit prendre beaucoup de précautions, en fait, pour protéger les lieux. Alors, lorsque les acheteurs nous appellent pour visiter une propriété, premièrement, on doit s'assurer que le vendeur et les gens qui habitent la propriété n'ont pas de symptômes de COVID. Alors, ça, c'est important et qui n'ont pas été mis en isolement non plus, donc depuis les 14 derniers jours. Alors, ça, c'est une première étape. Ensuite, on pose les questions aux acheteurs. OK, donc, est-ce qu'ils ont été mis en contact avec des gens qui avaient le COVID-19? Est-ce qu'ils ont développé des symptômes également? Si la réponse est oui, malheureusement, on ne visitera pas. Si la réponse est non, donc ils n'ont aucun symptôme, alors normalement, on parle de 2 acheteurs maximum dans la maison. OK? On essaie que les enfants ne soient pas présents non plus, alors des adultes, et on demande aux acheteurs, en fait, d'apporter leur masque, de désinfecter également leurs mains avant d'entrer dans la maison et en sortant de la propriété. Dans la maison, les acheteurs ont le droit de toucher à rien. Donc, c'est moi qui vais ouvrir les portes, les panneaux de cuisine et tout ça avec des lingettes désinfectantes. Puis ça arrive et fait si par hasard quelqu'un touche à une rampe d'escalier, oui, je vais laver la rampe d'escalier. Exactement. Donc, évidemment, je ne veux pas laver toute la maison complète. Mais c'est bien en faisant, tu sais, bon, je vais vous montrer ce garde-robe, voici la salle de bain. Souvent, les portes doivent être ouvertes. En fait, on demande aux vendeurs d'allumer toutes les lumières et d'ouvrir les portes de garde-robe pour justement éviter d'avoir à toucher les surfaces. Et voilà. Exactement. Donc, c'est sûr que la porte d'entrée devient un incontournable. C'est difficile, hein? Il faut un jour l'ouvrir, la fermer. Laissez votre porte ouverte, là. Oui. Je suis pas sûre qu'il apprécierait. Donc, voilà. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on n'a pas le choix. Il faut vraiment utiliser ces méthodes de précaution-là pour, justement, sécuriser, en fait, les vendeurs ainsi que les acheteurs. Moi, je fais également compléter, en fait, un formulaire de l'OACQ sur, justement, les déclarations de coronavirus. Donc, que les acheteurs devront signer. À l'intérieur, on retrouve leur nom, leur adresse, numéro de téléphone, l'adresse de la propriété visitée. Alors, ça nous permet de garder dans nos registres les informations. Alors, si quelqu'un développait un symptôme, on est en mesure de retracer, en fait, l'ensemble de nos acheteurs qui ont visité dans la semaine, exemple. Donc, voilà, fait que ça, c'est les précautions pour les acheteurs. C'est très sécurisant ce que tu viens de nous dire parce que, justement, on ne sait pas, hein. Je veux dire, la personne qui vend sa maison peut se dire, ouais, là, il y a des gens qui vont... Et les acheteurs disent, ouais, mais là... Et tout a été mis en place, c'est un protocole bien mis en place, des mesures de sécurité pour quand on arrive. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas visiter, à moins, évidemment, d'avoir des symptômes ou avoir été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19. Tout à fait. Donc, maintenant, écoute, le prochain sujet m'a vraiment est venu me chercher dans le sens où ça fait quand même plusieurs années, Gina, que tu viens et tu nous parles souvent des différents détails de comment se passe une transaction, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours si simple que ça à comprendre. Donc, ce matin, tu vas bien nous expliquer en quoi consiste une transaction immobilière et c'est pas juste un coup de téléphone ou un texto rapide ou même un courriel. C'est
un petit peu plus complexe que ça. Bien, exactement, parce qu'on a beaucoup d'acheteurs de ce temps-ci et on a des acheteurs de tous les âges. Puis il y en a qui, c'est leur première transaction, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Puis évidemment, comme courtier, on est habitué de faire des transactions, des centaines de transactions par année, tout ça. Et on reste toujours un peu surpris quand il nous arrive une situation comme, tu sais, les acheteurs qui nous disent « Ah, mais écoute, je vais faire compléter la promesse d'achat par mon notaire » ou ils m'écrivent un courriel puis ils disent « Ben écoute, présente ça au vendeur » puis on dit « c'est parce que on vient de sauter des étapes. » Alors, comment ça se passe en fait, une transaction immobilière quand vous êtes acheteur avec un courtier? OK? Donc, premièrement, c'est de vérifier votre capacité de paiement, donc de rencontrer un représentant hypothécaire qui va calculer votre capacité d'emprunt en fonction de vos revenus, en fonction de vos actifs, de vos passifs aussi. Hein? Les actifs, c'est ce que vous avez, les passifs, c'est vos dettes. Effectivement. Hein? Donc, voilà. Et donc, le représentant hypothécaire, c'est ce qu'il va faire. C'est qui le représentant hypothécaire? C'est quelqu'un qui a un permis, qui va, ou ça peut être un conseiller dans une institution financière, qui va vraiment faire vos calculs comme tel. D'accord? Donc, ça ne se fait pas sur un site Internet. C'est vraiment un représentant. C'est vrai, souvent, les gens s'imaginent, on a juste à aller, et souvent, on va sur un institut, puis n'importe laquelle, là, on n'a pas besoin d'en nommer une. On marque, bon, moi, je gagne tant par année, je cherche une maison. Tiens, moi, ça me coûtera environ 400 $ par là, 2 semaines. On oublie le prêt étudiant, on oublie la voiture, les assurances, il y a plein de choses qu'on paie dans une... On oublie qu'une carte de crédit n'a pas été payée, donc on a plus de 90 jours de pénalité. On oublie que en tout cas, bref... Il peut y avoir plusieurs raisons. Exactement. Donc, ils vont calculer votre capacité de paiement. Et de risque. Votre cote R également, et le risque, exactement. Puis, ils vont vous remettre un petit certificat, justement, disant, voici votre capacité de paiement, voici combien vous pouvez emprunter. Donc ça, c'est notre première étape. Par la suite, vous devez évaluer vos besoins. Donc, le budget, c'est quoi la braquette de prix que vous recherchez en fonction de ce que le représentant hypothécaire vous a fourni? Donc, le secteur que vous voulez, est-ce que vous préférez la ville? Est-ce que vous préférez la campagne? Le nombre de chambres, le nombre de salles de bain. Tu sais, si, exemple, j'ai une famille de 5 enfants, puis il n'y a seulement qu'une salle de bain, idéalement, les matins vont être robustes. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est que soit vous cherchez un 2 salles de bain ou prévoyez-vous un budget pour rajouter une salle d'eau ou une salle de bain supplémentaire parce qu'il va y avoir des problèmes. Ça va devenir un irritant. Chaotique, évidemment. Est-ce que vous voulez avoir un sous-sol ou c'est pas nécessaire? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les travaux ou vous dites non, moi, je veux un clé en main? Le terrain, le voisinage, c'est tous des éléments que je veux que les gens se posent avant même de visiter. Ensuite, il faut cibler quelques propriétés. Puis, quand vous regardez les propriétés sur Internet, là, écoutez, c'est important, regardez les grandeurs des pièces. La fiche le dit. Hein? Donc, c'est vrai que c'est très détaillé, Gina. Ben oui, la finition intérieure, vous pouvez le voir sur les photos. La finition intérieure, la hauteur aussi des plafonds. Tu sais, si vous voyez des fenêtres puis que les fenêtres sont flush au plafond, c'est parce que c'est pas haut. Hein? Si vous voyez qu'il y a comme un 30 cm, oui. Un 30 cm, ben c'est que là, oui, vous avez des plafonds standards de 8 pieds, là, exemple. Donc, les photos et les fiches vous donnent vous ciblent, vous donnent des informations là, vraiment précieuses. Là. Ça évite justement d'arriver dans la maison et de dire « Ah, mon Dieu, j'avais pas vu ça comme ça. » Je pensais pas. Non, il faut vraiment regarder nos choses avant. Puis je vous recommande même de passer devant la propriété également pour regarder l'environnement. Par la suite, bien, vous appelez le courtier de confiance. Hein? Donc, appelez votre courtier de confiance et pour céduler justement des visites. Ensuite, quand on va visiter, ce que je veux que les gens fassent quand ils entrent dans la propriété, c'est, bon, premièrement, est-ce qu'on se sent bien dans la maison? Hein? Est-ce qu'on se voit vivre là? Est-ce qu'on aime l'espace? Est-ce qu'on aime la lumière? Le rangement, est-ce qu'il est présent? Est-ce que les commodités, c'est intéressant pour vous? La finition, la qualité des travaux également. C'est toutes des questions. L'âge des matériaux, est-ce qu'ils sont en fin de vie? Mais tout ça, effectivement, peut-être qu'ils sont en fin de vie, mais c'est une question de prix aussi. Si on demande un prix qui fait que, oui, on prend en considération que les matériaux ont tous 40 ans, bien, oui, ils sont en fin de vie. Est-ce que ça vous accommode ou vous dites, gars, non, il faut les changer? Et un autre petit élément aussi, c'est important de le savoir, le vendeur, c'est lui qui a la responsabilité de fournir le certificat de localisation. Généralement, lors des visites, on l'a, mais ça peut arriver des fois que le vendeur, comme présentement, il y a des délais de presque 1 mois. J'imagine. Alors, ça peut arriver que dans certaines
visite actuellement, qu'on n'a pas encore les certificats de localisation, mais soyez pas inquiète, c'est la responsabilité du vendeur de vous en fournir un lors de l'acte de vente chez le notaire. Ensuite, vous êtes prête à faire une promesse d'achat. Super, vous avez trouvé votre maison, votre lieu de rêve, c'est extraordinaire. Alors, comment ça se passe? C'est le courtier qui va compléter la promesse d'achat. C'est pas le notaire, ça se fait pas sur Internet, par un petit courriel. C'est vraiment, le courtier va compléter la promesse d'achat. Et qu'est-ce que je vais vous demander? Premièrement, je ne vous demande pas votre ADN, mais presque. Hein? Je vais vous demander une preuve d'identité avec photo, votre date de naissance, votre emploi, votre employeur, le prix que vous offrez pour la propriété, la mise de fonds que vous allez donner, le montant de l'hypothèque que vous allez donner également, et aussi, ça va être quelle institution financière avec qui vous faites affaire, quel est votre conseiller, son nom, son courriel, son numéro de téléphone. C'est vrai qu'on n'est pas loin de l'ADN, hein, Gina? Ensuite, les conditions. Fait que vous comprenez que, tu sais, les gens qui n'ont pas magasiné leur hypothèque, qui ne se sont pas fait préqualifier, quand j'arrive et je leur pose ces questions-là, ils disent « on ne le sait pas, donc il faut le faire avant ». C'est important. Les conditions. Quand on fait une offre d'achat, bien évidemment, il y a des conditions. Hein? Donc, conditionnel un financement ou si vous payez au comptant, il va quand même y avoir une condition de preuve que vous devez me prouver que vous avez la liquidité pour payer au comptant. L'inspection en bâtiment, le test d'eau, la vérification des installations septiques. Donc, et tout ça, on doit y mettre des délais. OK? Alors, pourquoi qu'on met des délais? Parce que le financement, si on vous donne 10 jours, on ne veut pas que retenir la maison pendant un mois de temps parce qu'il y a peut-être d'autres acheteurs qui veulent cette maison-là. Alors, on vous donne 10 jours, on doit rentrer dans le délai 10 jours. C'est pas 11, c'est 10. D'accord? Ensuite, on y met un nom de notaire et une date que vous souhaitez avoir la maison. Ça aussi, c'est essentiel parce que le vendeur, on doit s'entendre sur un prix et des conditions. Les conditions, il veut savoir aussi où va être son notaire. Est-ce qu'il va être à Sept-Îles ou il va être à Lac-Mégantic ou à Sherbrooke? L'autre chose, la date de prise de possession. Alors, lui aussi va être en mesure de planifier son déménagement. Est-ce que c'est dans une semaine ou on parle dans 2 mois? Alors, peut-être que le stress va se gérer différemment. Et évidemment, on doit y ajouter également un délai de réponse du vendeur. Donc, quand on a fait une offre d'achat, on dit, OK, le vendeur devra nous donner sa réponse, soit qu'il accepte, soit qu'il refuse ou qu'il fait une contre-proposition dans X temps. Ça peut être 48, 72 heures, 4 jours, 5 jours, ça dépend. C'est toujours une question c'est toujours une question de jugement. Donc, est-ce que les vendeurs sont dans la région ou pas? Est-ce qu'on doit consulter un conseil de famille lorsque c'est une succession? Il peut y avoir plein de choses mises en cause. Là. Donc, c'est pas vrai que c'est 24 heures, c'est pas vrai que c'est 48 heures. C'est vraiment différent d'une promesse d'achat à l'autre. C'est d'un cas à l'autre, effectivement. Alors, si l'offre d'achat est acceptée, alors à ce moment-là, j'envoie les premières personnes qui sont informées, évidemment, c'est des acheteurs ou les vendeurs, dépendamment s'il y a contre-offre. Alors, évidemment, on annonce la bonne nouvelle. Et par la suite, j'envoie l'ensemble du dossier à l'institution financière le plus rapidement possible parce que, comme je vous dis, on a des délais à respecter. Et il y a un délai aussi de la part de l'institution pour déposer les sous. Puis préparer l'ensemble du dossier. Exactement, là, ça se fait pas en 24 heures. Non, mais c'est ça. Mais là, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est une lettre d'approbation hypothécaire. Oui. Alors, les sous ne sont pas déposés encore, c'est vraiment, on veut une lettre d'approbation. Alors, si, exemple, on donne un 10 jours de délai, bien, la fin de semaine compte là-dedans parce que c'est un délai calendrier. Okay. Alors, important, ce détail-là, Gina. Oui. Donc, il y a possibilité, évidemment, aussi qu'il y ait une évaluation agréée. L'évaluation agréée, c'est un évaluateur agréé qui va aller visiter la propriété pour établir sa valeur marchande. Moi, j'ai établi la valeur marchande, mais les institutions financières, parfois, veulent connaître la valeur marchande pour savoir si ce n'est pas surévalué, exemple. Donc, ça fait partie des conditions également. Par la suite, bien, c'est à vous, en fait, à faire la suite, c'est de communiquer avec votre inspecteur en bâtiment. Moi, je vous fournis une liste d'inspecteurs. Vous allez choisir votre inspecteur, donc vous devez céduler votre date d'inspection, la date du test d'eau également. Puis par la suite, bien, on doit réaliser l'ensemble de nos conditions. Alors, si le prêt ne passe pas, la promesse d'achat devient nulle et non avenue. Ça veut dire que ça s'annule.
Hein? Si l'inspection révèle des éléments significatifs qui diminuent la valeur ou qui en augmentent les dépenses, puis que vous dites, moi, je suis plus confortable à acheter cette propriété-là, bien à ce moment-là, vous devez fournir le rapport d'inspection au vendeur pour qu'il puisse connaître les éléments qu'est-ce qui fait en sorte que sa propriété a diminué de valeur. Bon, un problème en tant que tel, ou que l'acheteur décide de se retirer à cause de ce rapport d'inspection-là. Donc, oui, l'acheteur a payé son rapport d'inspection, mais le vendeur a le droit de savoir la raison, en fait, pour laquelle l'acheteur se désiste, voir son rapport. Et à ce moment-là, bien, écoutez, moi, je suis dans l'obligation de le divulguer aux futurs acheteurs parce que les futurs acheteurs vont devoir savoir pourquoi un autre acheteur s'est retiré. Et ils vont pouvoir consulter le rapport d'inspection. D'accord? Alors, si l'acheteur se déclare satisfait du rapport d'inspection, bingo, donc on a une condition de réaliser. Lorsque toutes les conditions sont réalisées, on va faire une levée des conditions. La levée des conditions, c'est soit qu'on remplit un document, OK, avis de réalisation de conditions, ou sinon, ça va mourir dans le temps, les délais vont mourir dans le temps, puis on dit, oui, les conditions sont réalisées. Par la suite, c'est pas terminé. Quand une propriété est vendue, c'est là que je mets le vendu sur la propriété. J'envoie l'ensemble du dossier au notaire et le notaire va pouvoir commencer à faire son montage. Vous allez aller signer votre prêt à votre institution financière et l'institution financière envoie les informations, en fait, au notaire. Le notaire vous rencontre pour signer l'hypothèque et ensuite, il va vous rencontrer pour signer l'acte notarié au délai qu'on a inscrit à la promesse d'achat. Et c'est à ce moment-là que vous allez reçoit un petit bout de métal. Vos clés du bonheur. Oh, voilà. J'aime ça! Alors, c'est comme ça que ça se passe, une transaction immobilière. Alors, il y a beaucoup d'étapes et effectivement, tu sais, mon travail, moi, c'est justement de s'assurer que les étapes se font dans le bon ordre. Et parfois, il faut que je ramène les gens pour dire, on va un petit peu trop vite, on est un petit peu trop lent. Donc, on s'en va dans la bonne direction. Et vous voulez avoir un service de qualité? C'est simple. Gina Dubé est là pour vous. 819-583-3234, 583-3234. Visitez son site Internet, le ginadubé.com. Vous allez y voir toutes ses propriétés, en fait. Et vous voulez avoir quelqu'un de confiance? Bien, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez appeler Gina si vous êtes à la recherche d'une maison, vous avez des questions. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de passer par l'agent immobilier de la maison que vous désirez parce que vous ne savez pas peut-être que la maison que vous désirez est pas... Avec tout ce que tu viens de nous expliquer, là, il y a plein de petits points d'interrogation qui peuvent avoir lieu. Donc, si ça vous intéresse, Gina Dubé, 819-583-3234. Merci. Gina, j'étais contente de te retrouver. Oui. Écoute, cette semaine, on était remplis. Oui. On avait une chronique très intéressante et je pense que c'est important que les gens sachent qu'on ne voit pas une maison, je veux celle-là, je veux, puis la semaine suivante, tout est réglé. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis ça a été très bien expliqué, donc merci évidemment pour cette excellente chronique et merci de ton passage. Heureuse de t'avoir retrouvé. On se retrouve la semaine prochaine, tu seras là et tu auras sûrement cette fois l'occasion de nous présenter des maisons. Oui. Sinon, visitez ginadubé.com. Vous allez voir toutes les propriétés qui sont disponibles sur le marché. Gina, merci. Merci. Bonne semaine à tout le monde.